Nous sommes le mercredi 3 décembre. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à la une, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien et merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée. Oui, il sera encore beaucoup question d'actualité politique ce matin, politique provinciale au Québec avec le Parti libéral qui défraie encore la manchette. Politique fédérale aussi, et Jean-Philippe Robillard viendra nous en parler de cette déclaration de Mark Miller, nouveau ministre de la Culture, qui a fait beaucoup réagir le premier ministre du Québec, mais également des partis d'opposition à Ottawa. Hier, une déclaration en lien avec le déclin du français. Jean-Philippe va nous expliquer tout ça. Il va revenir sur les déclarations et les réactions. Et puis, je voulais vous parler aussi des États-Unis, de politique américaine, parce que les républicains, je dirais sans grande surprise, ont remporté une législative partielle dans le Tennessee, mais la marge pour la victoire donc du Congrès, je recommence. La marge de la victoire du candidat au Congrès républicain est beaucoup plus faible que ce qu'avait obtenu Donald Trump lors des dernières élections en 2024. Et selon plusieurs analystes, voilà que ça envoie de nouveaux signaux d'alarme pour la majorité présidentielle à moins d'un an des élections de mi-mandat. Donc oui, les élections de mi-mandat en 2026, mais on commence à surveiller certaines élections dans des circonscriptions américaines. Et là, au Tennessee, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point justement les républicains allaient gagner avec une avance importante et cette avance a fondu. Donc, les républicains ont quand même gagné, mais plusieurs y voient là un signal d'alarme pour le président américain Donald Trump. Maintenant, en studio, Véronique et Julie-Jasmine sont avec moi. Bonjour à vous deux. Bien, bonjour. Oui, alors parlons de ce froid qui... je parlais de politique américaine jusqu'aux États-Unis, dans certains Georgie. États, oui, c'est ça, du Sud. Et ce froid se fait ressentir. Oui, vortex polaire, on l'a dit, froid extrême. Hein. Si on regarde dans le nord du Manitoba, hier, des ressentis de moins 45. Territoire du nord-ouest, au thermomètre, moins 36,6 hier. Donc, c'est signe là, que le cœur du vortex est un peu décalé vers le Canada et la masse d'air qui va nous affecter pour les prochains jours s'étire justement de l'Alaska, du Yukon, jusque dans les prairies. Ça passe par les Grands Lacs, l'Ontario, le Québec et plus au sud sur la côte est américaine, ça va jusqu'en Géorgie. Alors, même si les températures ne descendent pas nécessairement sous zéro le long de la côte est, c'est quand même du temps nettement plus froid que la normale pour ces secteurs-là. Qui y échappe? Le Grand Nord seulement. La côte ouest, c'est tout. Au Québec, on parle quoi de température à peu près 8 degrés sous les normales pour les 5 prochains jours. Là, on aura vraiment un coup de froid dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça veut dire un minimum autour de moins 17 à Montréal. Jeudi, en journée, les maximums ne seront pas plus que moins 9 à Gatineau, moins 14 Mont-Laurier. On ne dépassera peut-être pas moins 20 à Val-d'Or. Un petit répit ce week-end, samedi, mais ça va redescendre dimanche. Et la normale, d'habitude, au mois de décembre, c'est 3 degrés le jour. C'est ça, on a plus l'impression d'avoir des températures du mois de janvier. Oui, puis même en janvier, même on serait sous la normale du mois de janvier en ce moment. Donc, on est une quinzaine de degrés sous la normale. J'en reparle, on fait le tour du froid tantôt parce qu'avec le froid, savez-vous quoi? Il y aura de la neige. Ah bon? Généralement, ça vient ensemble. Oui, c'est vrai. Mais quoi que des fois, quand il neige, c'est plus doux. Oui, c'est ça. Mais là, ça va être froid et neige combinés. Un mélange de tout ça. Bon, on y revient avec les prévisions en détail. Julie-Jasmine, vous allez nous parler plus tard à l'émission de ce projet de loi déposé, présenté hier par le ministre Simon Jolin Barrette au Québec pour encadrer, disons, la revente de bières. En fait, donner de nouvelles responsabilités aux sites de revente. OK, des sites de revente, vous les connaissez. Parfois, vous voulez aller voir un spectacle. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est sur un site de revente. C'est vrai, ça. Parce qu'on va, disons, écrire le nom ou la date du spectacle, le nom de l'artiste, et les moteurs de recherche nous donnent parfois en premier ces sites de Par revente. référencement, absolument. Alors ça, il y aura des nouvelles responsabilités parce que ce que l'on veut, c'est que le consommateur en ait pour son argent. Alors, plus de transparence. C'est bien intéressant. Est-ce que c'est parfait? Je pense qu'on va devoir s'améliorer, mais en tout cas, je sais que le projet de loi, on souhaite le faire adopter le plus rapidement possible. Parfait. On y revient. On vous donnera les détails, effectivement, de ce que ça va changer pour les consommateurs de spectacles que nous sommes. Et voilà Cleven qui s'avance, remet devant, et Pierre le but! Patterson marque
que le quatrième des Sénateurs. Ouais, on l'entendait dans le ton de Pierre Houd, descripteur du match des Canadiens à RDS. Un autre but des Sénateurs. Mauvaise soirée pour le Canadien. Au final, les Sénateurs d'Ottawa qui ont battu le Canadien 5-2. Oui, c'était le but de Drake Batherson que vous avez entendu. But des Sénateurs d'Ottawa, c'était 4-1 à ce moment. Rien n'allait plus pour le Canadien de Montréal. Vous avez entendu peut-être effectivement l'exaspération dans le ton de Pierre Houd à la description du match au Réseau des sports. Exaspération aussi dans la voix de Martin Saint-Louis après le match qui avait peu de réponses à donner en fait quant aux raisons d'une dégelée comme celle-là contre les Sénateurs d'Ottawa. On a parlé d'un duel qui était supposé raviver les passions, déchaîner le Canadien qui arrivait après cette défaite, le retour à la maison après cette défaite de 7-2 contre l'Avalanche. Et pourtant, hier, ils ont été dominés dans leur zone, mais aussi dominés physiquement dans le match. Donc, autre défaite pour le Canadien de Montréal contre des rivaux de division aussi, les Sénateurs avec cette victoire qui prennent le deuxième rang avec 30 points. Et le Canadien qui est tout juste derrière à 29 points a mal paru dans le match d'hier. C'est 5 buts accordés encore, beaucoup de buts accordés à l'adversaire, peu de tirs aussi au filet. Donc, vraiment, ça a mal été. Martin Saint-Louis a d'ailleurs amené sans le savoir, un classique des boys, parce qu'il a dit, comment on dit déjà, le mental toughness. La dureté du mental. Il en manquait. Subconscient était là. Je pense qu'il n'y a pas eu le niveau. Tout le monde a commencé à rire. Je ne suis pas certain qu'il avait la référence. Okay. Mais la donc, ref, il en manquait. La ref, il n'avait pas la ref. Pas la ref. Voilà. Et donc, ça a probablement manqué dans le vestiaire du Canadien hier. Et pour ce qui est de la défensive, effectivement, là, j'en parlais, dans la zone défensive du Canadien de Montréal, ça a été très compliqué. Plusieurs revirements. Ça bourdonnait pendant une bonne partie du match dans la zone du Canadien, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle, surtout quand devant le filet, là, c'est un peu fragile. Et donc, Alexandre Carrier en a parlé de ça hier, de ses couvertures défensives qui auraient dû être meilleures. Oui, je pense qu'on fasse un meilleur job en zone défensive. Que ce soit le défenseur autour du but, commencer notre box-up plus tôt. Puis sinon, on ne peut pas perdre des joueurs dans l'enclave non plus. Donc, c'est pas vraiment scientifique. Il faut juste tu trouves ton homme, puis faut pas que tu le laisses carrer. Donc, il va falloir qu'on resserre ça pour demain. Pas trop compliqué. On sort la calculatrice, on comprend l'équation, on essaie de trouver la bonne réponse pour remettre ça sur les rails dès ce soir parce qu'il y aura ces 2 matchs en 2 soirs. Donc, les Jets sont en ville et ce sera surveillé ce soir qui sera devant le filet. Ça devrait être, en fait, c'est Jacob Debèche, c'est un peu dessiné dans le ciel. Mais donc, Martin Saint-Louis qui espérera certainement un meilleur travail de ses joueurs ce soir. Sinon, simplement faire un petit tour d'horizon dans la Ligue nationale de hockey. On a beaucoup parlé de ce retour du gardien Carter Hart qui était de ce procès des joueurs de Hockey Canada Junior, ce procès pour agression sexuelle. Les 5 joueurs ont été innocentés. Carter Hart, on a parlé de ce contrat qui a été signé avec les Golden Knights de Vegas, contrat de 2 ans. Il était de retour avec l'équipe lundi. Il a fait ses débuts donc cette saison dans la Ligue nationale de hockey et il a signé un gain de 4-3 en tir de barrage hier soir contre les Blackhawks de Chicago. Et sinon, Nathan McKinnon qui est au sommet des marqueurs cette saison avec 22 buts. Il en a marqué 2 hier dans une victoire de 3-1 de l'Avalanche contre les Canucks de Vancouver. Parlons de football canadien. Les Alouettes de Montréal se sont entendus avec le receveur Tyson Philpott. Après Pierre-Olivier Lestage, un autre gros dossier réglé pour Danny Machocha. Il a signé son receveur étoile pour une prolongation de 2 ans. C'est un rouage important de cette attaque et surtout une cible de choix pour Davis Alexander. Il avait mis un peu de pression sur l'état-major des Alouettes en disant qu'il voulait être payé comme peut-être parmi les 10 ou 20 meilleurs receveurs de la Ligue. Ça a certainement forcé la main de Danny Machocha qui s'est quand même empressé de signer ce talent offensif, et ce qui permettra certainement aux Alouettes de Montréal d'avoir un peu plus de mordant à l'attaque et surtout d'être dangereux et de faire craindre les défensives adverses. Donc, ça continue ce travail de Danny Machocha avec des belles signatures, dont celle qui a été annoncée hier. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Véronique, je m'en veux. Je vous ai oublié. Vous auriez peut-être oublié avec ce que j'ai à dire. C'est votre subconscient. Ben oui, là la aussi. météo, coudon, c'est que j'ai la tête. Coudon, du froid, de la neige, ça nous Et tant tentait. que Noël arrive. C'est ça. C'est clairement les... Ben, écoutez, Arrêtez la musique. Rallumez les lumières. c'était plus festif avec la petite musique. Mais on va y aller rapidement. Oui, non, mais c'est important quand même. Histoire de vous dire qu'il y a eu Oui. une éclaircie ce matin. Si vous voyez le soleil, regardez-le. Il ne Prenez sera la pas photo. là longtemps. Il sera pas là longtemps. Donc aujourd'hui, plutôt nuageux. Puis, des températures qui
qui vont remonter autour de moins 2 à Montréal. Ce sera entre moins 4 et moins 8 dans le secteur montagneux. De la neige à venir, j'en parlais, 2 à 5 cm à peu près pour l'ensemble de la province, 2 à 4 pour Montréal. Ça commence ce soir. Il va neiger jeudi matin et par la suite, ça va cesser. Il y aura de belles éclaircies, mais ça va devenir venteux et refroidissement en vue. Quand on parlait de temps plus doux, c'est qu'on sera autour de 0-2 jeudi matin et jeudi après-midi autour de moins 10, moins 12. Donc, vous voyez le refroidissement qui est là. La chute dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est du moins 17 Montréal, mais sous la barre du moins 20 vers l'Estrie et les Laurentides. Et vendredi, moins 9 à moins 11, ce sont les maximums anticipés. Du côté de l'Abitibi, la neige, ça commence aujourd'hui. On a même un avertissement, une veille de bourrasque de neige possible. C'est un 5 à 10 cm environ, moins 3, c'est le maximum. Assez variable dans tout l'est du Québec, un petit peu plus nuageux vers la Gaspésie. Il peut y avoir des flocons vers la Gaspésie, la Côte-Nord, moins 3, moins 6 degrés. En territoire ontarien, beau et froid sur la portion nord. On a encore des averses de neige et des possibilités de bourrasque vers Sudbury. Venteux, moins 1, c'est le maximum. Et autour de 1-2 degrés, Toronto, Windsor, Ottawa, plutôt nuageux. Flocons en après-midi. On parlait de froid dans l'ouest, c'est le cas ce matin. On est presque moins 16, moins 19. Le Regina, Winnipeg, c'est presque du moins 20. Moins 15, moins 16, ce sont les maximums aujourd'hui. Sous le soleil, un peu de neige à Edmonton, variable à Calgary. Les températures seront plus près de 0 dans ces secteurs-là. Alors voilà, petite pause côté précipitation, un peu de neige demain et retour du froid par la suite. On repart à la musique. Véronique a parlé, Olivier a parlé, Julie Jasmine a parlé, elle est de retour tantôt. On part à la musique. Oui, la revue de presse maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des matins comme ça. C'est encore le Parti libéral du Québec qui retient beaucoup l'attention. En une du Journal de Montréal, en crise, le PLQ chute. François Legault n'en profite pas. D'abord, c'est un sondage léger québécois. Les intentions de vote, le Parti québécois qui gagne 7 points, donc à 39 % dans les intentions de vote s'il y avait des élections aujourd'hui. Les libéraux sont toujours deuxième avec 21 % des intentions de vote. Une chute de 6 %. Donc, depuis cette crise qui ébranle le Parti libéral. On sent que les appuis sont en baisse. On le constate ce matin dans ce sondage du Journal de Montréal. Pour la coalition Avenir Québec, le parti gagne un seul point de pourcentage à 18 %. Suit le Parti conservateur et finalement Québec solidaire à 8 %. Niveau de confiance à l'égard de Marois Risky et de Pablo Rodriguez, le Journal de Montréal et Léger a demandé en fait, qui croyez-vous? Vers qui vous vous tournez? À qui faites-vous davantage confiance? Marois Risky, 25 %. Pablo Rodriguez, 13 %. Donc, clairement, plus de confiance en Marois Risky qu'en Pablo Rodriguez. Aucun des deux, 38 %. Il faut dire qu'il y a bien des éléments de réponse que l'on n'a pas en main pour, évidemment, répondre à cette question-là. Donc, résultat de ce sondage, c'est à lire dans le Journal de Montréal de ce matin. Ça fait aussi cette crise au PLQ, la une de la presse qui titre la fracture se creuse. 2 semaines après avoir été suspendu, Marois Risky s'est finalement fait montrer la porte du caucus libéral par Pablo Rodriguez. Il dit aussi qu'il a l'intention de réintégrer sa fidèle collaboratrice Geneviève Hens dans son poste de directrice de cabinet. C'est elle que Marois Risky a congédiée sans en parler donc à M. Rodriguez. C'est ce qu'il a dit essentiellement, Pablo Rodriguez, c'est que sa décision porte uniquement sur le fait que Marois Risky avait le devoir et l'obligation de répondre à son chef, ce qu'elle n'a pas dit, ce qu'elle n'a pas fait, et de répondre à son caucus, à ses collègues également. Elle a manqué de cette obligation, elle a manqué de loyauté. Donc, c'est à lire dans la presse de ce matin. En une du Devoir, il est question de la ville de Québec, plus précisément du Vieux-Québec. Il y a 40 ans, le Vieux-Québec entrait au panthéon de l'UNESCO. L'UNESCO reconnaissait il y a 40 ans la valeur universelle et exceptionnelle de l'arrondissement historique du Vieux-Québec. Donc, vous pourrez lire les détails. Et ce que ça a eu également comme impact, entre autres sur le tourisme, sur la ville de Québec. Le Devoir qui nous parle aussi d'une loi sur l'avortement. C'est le rêve des anti-choix. Inscrire la liberté d'avorter dans la Constitution offrirait une cible à abattre, je le mets entre guillemets, admettent ses opposants. Des médecins, eux, sont inquiets d'un possible recul dans l'accès à ce soin. Mais effectivement, ce que l'on comprend, c'est qu'en voulant ajouter la liberté d'avortement dans la Constitution du Québec, le gouvernement
gouvernement Legault va permettre donc à des groupes anti-choix, et il y a une entrevue avec le directeur ou le président de Québec Vie. Lui, il dit que ça va ajouter quelque chose de concret. On va pouvoir s'attaquer donc à cette mesure-là en cours et essayer de faire donc renverser cette décision ou cette clause qui donc inscrit la liberté d'avorter dans la Constitution. C'est à lire en une du Devoir de ce matin. Et je termine avec le site de Radio-Canada. L'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, et son ministre de l'Immigration de l'époque, Sergio Marquis, ont été convoqués hier en comité parlementaire au sujet de l'opération Citoyenneté, une initiative qui visait à accélérer le traitement des demandes de citoyens avant le référendum de 1995. Il y a un article du Journal de Montréal la semaine passée dans lequel article révélait que Sergio Marquis révélait que l'ancien premier ministre libéral lui avait demandé d'accélérer le traitement des demandes de citoyenneté dans les mois précédant le référendum sur la souveraineté de 1995. Une motion du Bloc québécois, donc, et Jean Chrétien et son ministre de l'Immigration de l'époque qui ont été convoqués en comité parlementaire. À peine nommé en poste, le nouveau ministre de la Culture, Mark Miller, suscite de la grogne tant à Ottawa qu'à Québec. À sa première journée de son retour au cabinet, celui qui est aussi responsable des langues officielles a déclaré en avoir assez de la politisation du débat sur le déclin du français. On va écouter Mark Miller. Sans équivoque, c'est que le français est fragilisé partout en Amérique du Nord. Il y a un déclin, à certains égards, au Québec, toujours menacé. Ce que je déplore dans cette discussion, c'est la politisation de l'enjeu. Je pense que c'est diffusé pour des raisons identitaires, puis je pense que, comme Québécois, je suis assez tanné de ce débat qui est généralement identitaire et électoraliste. Alors, ces propos de Mark Miller hier matin ont suscité de vives réactions. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Ça a fait d'ailleurs réagir le premier ministre du Québec. Oui, des propos qui l'ont piqué au vif, qui l'ont même fait sortir de ses gonds. François Legault, hier, Mathieu, qui n'a pas mâché ses mots pour dénoncer les propos, la remarque du ministre Miller concernant le déclin du français au Québec. On écoute le premier ministre François Legault. Mark Miller, le nouveau ministre fédéral de la Culture, vient dire qu'il est tanné du débat sur le déclin du français. Quelle honte! Mark Miller, là, c'est une honte pour tous les Québécois. Je ne sais pas comment il va faire pour se présenter dans une activité culturelle au Québec après avoir dit des conneries comme ça. Le ministre Miller, il faut le mentionner, a tenu ses propos sur le déclin du français alors qu'il était interrogé par mes collègues à Ottawa sur cette question-là, par les gens de la tribune au Parlement. Et c'était juste avant, vous l'avez dit, sa toute première rencontre du cabinet. Mais c'est pas la première fois que Mark Miller, que ses remarques sur le français suscitent de la grogne. Il y a 2 ans, Mathieu, c'était en 2023, alors qu'il occupait cette fois-là le poste de ministre de l'Immigration. Il a refusé à plusieurs reprises de reconnaître le recul du français au Québec. Lui, il préférait parler, Mark Miller, d'une langue menacée. Là. Et ce qu'il a dit, ça a aussi fait réagir l'opposition à Ottawa. Oui, l'opposition qui a fait un peu de millage sur ce dossier-là, à la suite de ces propos-là. On écoute le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, suivi du chef bloquiste, Yves-François Blanchet. Pourquoi, parmi tous les députés libéraux, il a choisi de nommer quelqu'un qui est tanné de défendre la langue française et la culture québécoise? Il vient d'hériter du dossier des langues officielles par le biais de Patrimoine Canada et il dit que ça ne l'intéresse pas. Il est tanné d'entendre parler du recul du français. Et en chambre, au Parlement, hier, donc, le premier ministre Carney était bien sûr sur la défensive. Il a défendu sa décision, son choix de nommer Mark Miller au cabinet. Et je vous rappelle, en terminant, que le dernier recensement a confirmé une fois de plus le recul du français au Québec, selon tous les indicateurs. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Le producteur investit l'argent, l'artiste investit l'argent, son talent, c'est sa personne, son image. C'est pas normal qu'un parasite vienne dire, moi, je vais faire 100% de profit là-dessus ou je vais faire 200$ de profit là-dessus.
Déclaration de Simon Jolin-Barrette qui a déposé hier un projet de loi, Julie Zasmine qui est de retour en studio avec nous, un projet de loi pour mieux encadrer les sites de revente de spectacles. En fait, la revente de billets de spectacles. On sait vraiment les sites de revente, OK? Ce qu'on veut, c'est protéger les consommateurs des pratiques abusives et s'assurer que le consommateur en ait pour son argent. Alors, la loi prévoit, entre autres, que la revente de billets sera désormais interdite sur les plateformes de revente, à moins que les clients en aient été informés. Puis c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure d'entrée de jeu, c'est qu'il faut qu'on puisse savoir qu'on est sur une plateforme de revente d'abord. Parce que les sites se ressemblent vraiment, vraiment beaucoup. Que vous avez raison. Et surtout que les billets qu'ils désirent peuvent être en vente à un prix inférieur ailleurs. Alors, le site de revente aura la responsabilité, ça c'est intéressant, d'indiquer le prix d'origine du billet mis en vente. Alors, est-ce qu'après ça, vous décidez de l'acheter ou pas, mais vous êtes conscient que vous payez plus cher que le prix, en fait, de base. Le nom du dernier propriétaire aussi du billet devra être indiqué si par hasard vous décidez, vous, de libérer vos billets pour les donner à un site de revente. Et informer aussi le consommateur qu'en cas d'annulation ou de changement, on va vous envoyer une note. Parce qu'évidemment, parfois, il y avait des revendeurs qui, vous avez payé, mais après ça, il n'y a comme pas de service après-vente, par exemple. Et on dit que la loi s'appliquerait aussi aux sites de revente installés aux États-Unis. Ça, c'est quand même intéressant. Et que les contrevenants seraient passibles d'amende. On ne vise pas la vente, je devrais dire la revente entre particuliers. Ça, c'est quand même une des notions importantes. C'est-à-dire, je peux vous refiler mes billets, Mathieu, puis on ne s'en rendra pas compte. Ça va être entre nous. Et en général, je dirais que le milieu, en fait, de l'industrie culturelle a très, très bien accueilli la nouvelle parce que souvent, on le sait, c'est pas les artistes, c'est pas les producteurs qui voient la couleur de cet argent-là. Évidemment, ce sont ces sites-là. Puis, il y a aussi une note intéressante dans ce projet de loi-là qu'on veut faire adopter le plus rapidement possible. C'est, vous savez, les renouvellements d'abonnements automatiques. Vous avez une période d'essai gratuit, Spotify, Netflix, Apple Music, par exemple. Puis, à un moment donné, on vous charge sur votre carte de crédit, mais on ne vous a pas avisé que votre période était terminée. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on veut mettre accessible et visible un bouton pour se désabonner. Alors, ça fait partie, entre autres, de ce qui se retrouve dans ce projet de loi-là. Donc, à suivre, évidemment. Oui, c'est ça, aller dans paramètres, troisième page plus loin. Là, c'est là qu'on apprend qu'on peut se désabonner, mais c'est parfois assez compliqué à trouver. Mois plus tard. C'est ça, 60 $ plus tard, là, on a trouvé la façon. Parlons maintenant de ce spectacle hommage à Jean-Pierre Ferland qui a été annoncé hier. Le seul spectacle hommage qui a été approuvé par les membres de sa famille. Exactement, Jean-Pierre Ferland, le petit roi pour toujours, qui nous a quittés au printemps 2024. Donc, 5 interprètes ont été dévoilés hier. Joanne Blouin, Kevin Parent, Marc-André Fortin, Éric Paulus et la conjointe de Jean-Pierre Ferland participera. Qui signe la mise en scène? C'est Pierre Séguin, ami de Jean-Pierre Ferland depuis toujours. Et on dit que ce sera de véritables retrouvailles parce qu'on va utiliser des images, en fait, de Jean-Pierre Ferland. On va écouter Pierre Séguin. C'est sûr que Jean-Pierre va être très présent à cause de ces images-là. Il va avoir un immense écran sur scène et tout le monde va être alentour. On va faire participer Jean-Pierre à ce spectacle-là. Puis aujourd'hui, les technologies nous permettent d'isoler les voix, de faire jouer l'orchestre live sur scène puis de faire chanter Jean-Pierre avec d'autres. Ça va être un voyage musical et onirique. Alors, les billets sont mis en vente dès aujourd'hui. Ça va être présenté l'automne 2026 partout à travers le Québec. On va se laisser justement avec Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland en version Noël. Bonne journée. Lanta chez nous, oh, Saint-Anniversaire.